Bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, on parle du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, dit le Métron, dont la mise en ligne libre et accessible constitue un véritable événement, avec Paul Boulan, l'un de ses directeurs. On enregistre l'émission au sous-sol du Centre d'Histoire sociale du XXe siècle, dans les archives, environnées des cartons de documents du mouvement ouvrier, d'histoire sociale et même des archives de Jean Métron lui-même, pour parler justement du dictionnaire Métron avec Paul Boulan, qui est l'un de ses co-directeurs, avec Claude Pentier, qui est ingénieur de recherche au CNRS et au Centre d'Histoire sociale du XXe siècle. Alors une première question très simple, notamment parce qu'il y a des médiévistes, des antiquisants qui nous écoutent, et chose incroyable, tout le monde ne connaît pas le Métron. Il faut peut-être dire un mot ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le Métron ? Alors le Métron, qui prend le nom donc de son fondateur Jean Métron, c'est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social en France. Donc c'est-à-dire le plus grand dictionnaire biographique en langue française qui présente donc les parcours, les itinéraires de militants du mouvement ouvrier depuis la Révolution française jusqu'à 1968 et un petit peu au-delà. Alors ce dictionnaire biographique, il compte aujourd'hui combien de notices ? Il compte, sur la version en ligne, dont on redira quelques mots, il compte un peu plus de 186 000 notices biographiques. Voilà, donc pour donner une idée du travail exceptionnel, évidemment collectif, qui a eu pour origine Jean Métron, on va en parler, mais un travail collectif considérable. C'est à peu près, c'est un peu plus de 1000 auteurs qui ont contribué de près ou de loin au dictionnaire depuis ses origines. Alors on enregistre quelques jours avant, mais l'émission va être en ligne le 5 décembre, le mercredi 5 décembre. C'est un grand jour pour le Métron. Pourquoi ? Qu'est-ce qui change ce jour-là ? Il y a une journée Métron qui est organisée. Qu'est-ce qui va avoir lieu ? Alors la journée Métron, c'est un rendez-vous, on va dire, traditionnel, habituel pour les auteurs et les gens qui suivent la vie et la publication du dictionnaire. C'est le rendez-vous donc annuel, à un moment de discussion, d'échange, à la fois qui rythme la vie du dictionnaire, puisque pendant les dernières années, c'était le moment où étaient présentés les nouveaux volumes qui paraissaient, les nouveaux volumes papier. Et puis, c'est un moment de regard extérieur aussi, parfois, sur le dictionnaire. Cette année, par exemple, Gérard Noiriel viendra parler de son point de vue sur le Métron au prisme de son histoire populaire de la France. Donc, c'est un événement scientifique qui permet un petit peu de créer du lien entre tous les gens qui participent à la vie du dictionnaire. Mais cette année, c'est un petit peu exceptionnel, puisque cette journée Métron va marquer d'abord une nouvelle version du site internet Métron en ligne, qui donc présente les biographies du dictionnaire depuis... l'ensemble en fait des biographies du dictionnaire parues autrefois sous forme de volume papier. Et cette masse de biographies, pas tout à fait les 186 000, mais l'essentiel, vont être désormais en libre accès pour l'ensemble du public, et donc pourront être consultés de partout dans le monde, sans un système d'abonnement ou sans aucune forme de paiement. Voilà, ça c'est très important, parce que beaucoup d'étudiants et beaucoup de collègues connaissent évidemment le Métron, mais le connaissent via un accès en bibliothèque, via un serveur dédié qui permettait de le consulter, mais on ne pouvait pas le faire de chez soi, on ne pouvait pas le faire évidemment en déplacement ou de manière plus compliquée via une adhésion, une cotisation. Là, ça va être entièrement ouvert, ça va devenir un site de référence scientifique parfaitement accessible. Alors, en fait, oui, c'est-à-dire que il était possible, évidemment, d'avoir, en tant que souscripteur, de consulter, en tant que propriétaire d'un volume du Métron, ou alors en tant qu'étudiant dans certaines universités, des systèmes d'accès à distance. Mais effectivement, pour une part essentielle du grand public, il n'y avait pas de possibilité d'accéder à l'intégralité de la matière. Et donc là, effectivement, on va ouvrir ces biographies à la consultation. Alors c'est évidemment une grande richesse pour la communauté des chercheurs, des chercheuses, des savants qui s'intéressent à ces questions. Peut-être pour l'éclairer, on va dire un mot de celui qui est évidemment à l'origine du projet, qui porte son nom, de Jean Métron lui-même. Est-ce qu'on peut restituer sa trajectoire, évidemment, qui est en ligne, lui-même, oui. Sa biographie figure. Sa biographie figure effectivement sur le site du Métron, mais peut-être qu'on peut en dire les grandes lignes pour ceux et celles qui nous écoutent. Alors Jean Métron, c'est un historien évidemment du mouvement ouvrier, d'abord qui est sans doute connu surtout pour son histoire, enfin pour le dictionnaire, mais aussi pour son histoire du mouvement anarchiste, qui est encore aujourd'hui une référence pour les historiens, qui est donc le résultat de sa thèse qu'il avait soutenue en 1950. Mais Jean Métron, c'est un historien qui est un petit peu en marge du monde académique d'une certaine façon, puisque c'est d'abord un instituteur, il a toujours voulu se revendiquer aussi comme instituteur, qui est entré finalement un petit peu tardivement dans le monde académique, puisqu'il a bénéficié au milieu des années 50 d'un
d'un détachement d'abord au CNRS, puis ensuite il est rentré finalement assez tardivement dans le monde de la Sorbonne, et il n'y a pas forcément occupé les positions les plus élevées. Alors on va revenir justement sur les rapports qui ont pu être compliqués entre le monde universitaire et puis le Métron et le dictionnaire qui a pris son nom. Mais avant cela, est-ce qu'on peut dire un mot peut-être de sa trajectoire familiale, parce que c'est aussi une inscription dans une trajectoire personnelle, biographique, militante, qui fait sens au regard de ses autres biographies. Tout à fait. Alors on retrouve non seulement la biographie de Jean Métron dans le dictionnaire, mais celle de son père et de son grand-père. Ses parents étaient instituteurs, son père était un militant syndical et militant communiste. Le grand-père de Jean Métron, qui était lui cordonnier, était aussi un militant, hein, donc on retrouve là à nouveau sa biographie dans le dictionnaire. Donc c'est un monde populaire de la Nièvre, hein, puisqu'il était originaire de la Nièvre. Une trajectoire qui l'amène ensuite dans le cours de sa scolarité en région parisienne, où il devient militant au sein de l'Union des études, la Fédération des étudiants qui était proche du Parti communiste, et lui-même ensuite sera dans les années 30 militant du Parti communiste, mais un peu en marge en fait, puisqu'il passera par les courants de l'opposition de gauche. Oui, il le quitte à un moment, il le rejoint autour de 1934. C'est ça, il quitte le Parti communiste, il suit plutôt les courants oppositionnels, mais quand la Ligue communiste en appelle à intégrer la SFIO, il rejoint à nouveau le Parti communiste, sans difficulté d'ailleurs, ce qui est un peu contre-intuitif. Et puis il sera militant du Parti communiste jusqu'au pacte germano-soviétique, qui est vraiment un grand drame politique et personnel pour lui. Parce qu'il avait été marqué par un séjour en Allemagne, il avait vu de ses yeux ce qu'était le nazisme. Il avait alors, ce qui est intéressant, c'est que au cours de ces années 30, il a à la fois été témoin du nazisme en Allemagne et témoin aussi de la vie en Union soviétique. Au cours de voyages dans sa vie d'étudiant, mais son voyage en Allemagne l'a évidemment marqué profondément et a renforcé son antifascisme et son antinazisme, mais son voyage en Union soviétique a été aussi très marquant parce qu'il avait fait la connaissance d'un autre militant, un jeune militant italien qui lui a fini au goulag. Et il a beaucoup œuvré ensuite pour essayer de réhabiliter ce militant italien qui était un de ses amis proches. Donc une distance aussi avec le modèle soviétique, on peut dire. Alors après la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt l'engagement dans le travail, et dans le travail en particulier pour sa thèse sur l'anarchisme, dirigée par Pierre Renouvin, ce qui idéologiquement ne paraît pas forcément immédiatement compatible. Pierre Renouvin, qui était plutôt un professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, pas forcément attiré par l'extrême gauche. Et puis spécialiste plutôt même des relations internationales, enfin c'est surtout pour ça qu'il est connu. Donc la Grande Guerre des relations internationales. C'est pas un peu comme spécialiste de l'anarchisme, mais il faut dire aussi que c'est une époque où il y avait tout simplement pas vraiment de spécialistes du monde ouvrier, du mouvement ouvrier, en Sorbonne ou dans l'université française. Et Renouvin d'ailleurs l'a beaucoup soutenu, y compris pour obtenir des détachements et obtenir ensuite des postes. Par la suite, effectivement, au milieu des années 50, Renouvin a beaucoup soutenu, de même que Labrousse également, au moment de la création de ce qui est devenu aujourd'hui le Centre d'histoire sociale du XXe siècle. Est-ce qu'on sait comment est venue l'idée de ce dictionnaire ? Alors, la manière dont Jean Métron le présente, c'est tout simplement que, à travers sa thèse, il avait dépouillé énormément d'archives, dépouillé beaucoup de sources, la presse, etc. Donc il avait une vision de ce monde de l'anarchisme et de ses militants. Et il était souvent sollicité par des collègues pour avoir quelques précisions sur tel ou tel militant. Donc c'est souvent ça qu'il met en avant comme une des raisons de ce projet, qui émerge au milieu des années 50, juste peu après, quelques années après la soutenance de sa thèse. L'autre chose qui est apparue plus récemment dans les archives de Jean Métron, qui nous entourent, c'est que le projet initial tel qu'il est soumis aux éditions ouvrières à l'époque, qui sont aujourd'hui les éditions de l'Atelier, qui continuent à publier le Métron 50 ans après, le projet initial qui était soumis avec l'aide de Georges Haupt, c'était celui d'un dictionnaire mondial du mouvement ouvrier, avec une structure qui n'était pas simplement centrée sur la France, mais qui était vraiment internationale, avec des volumes, avec une structure par période et par courant, grand courant, on va dire politique et idéologique, mais en cherchant à traiter aussi bien de l'Afrique, de l'Inde, de l'Europe, des différents pays européens, d'Amérique latine, etc. Ce qui
ne verra pas le jour, évidemment, mais qui, à terme, nourrira la création d'une collection, en fait, d'une collection aux éditions de l'Atelier, avec des dictionnaires sur d'autres pays qui viendront s'insérer dans cette collection du dictionnaire internationaux et dont une partie figure aussi sur le site Métron en ligne. Alors Jean Métron est mort en 1987, mais avant cela, il y a donc eu plusieurs décennies de travail très intense autour de ce dictionnaire, travail personnel, mais évidemment très vite travail collectif. C'est aussi un moment, notamment à partir des années 60, où à l'université commence à entrer timidement d'abord l'histoire ouvrière, l'histoire sociale, et puis ça devient quelque chose de central. Il y a un article d'Antoine Pro qui parle de la centralité perdue de la classe ouvrière, parce qu'il y a eu vraiment une époque, notamment au cœur des années 70, on pourrait dire, où c'est devenu un sujet d'étude absolument majeur, et le Métron reflète finalement ce dynamisme. Oui, tout à fait. Finalement, Jean Métron est l'un des premiers introducteurs de cette histoire ouvrière, histoire sociale à l'université, avec à plusieurs niveaux. Il y a le dictionnaire, mais il y a tout son travail au niveau de la récolte d'archives, la préservation et récolte d'archives. Alors plutôt archives, pas au sens archives du monde du travail, mais archives des organisations militantes, syndicales et politiques, ou de militants eux-mêmes, archives personnelles. Donc ça, c'est une des premières choses auxquelles il travaille au sein de l'Institut français d'histoire sociale, qu'il quittera ensuite. Et donc, c'est une des missions aussi qui sera donnée au Centre d'histoire du syndicalisme et des mouvements sociaux qu'il fondera, et qui donne aujourd'hui le Centre d'histoire sociale du XXe siècle. Et c'est aussi les revues, puisque d'abord la revue, il anime avec d'autres la revue Actualité de l'Histoire, qui devient le Mouvement Social, revue d'histoire sociale bien connue dans le paysage aujourd'hui, et dont les premières années sont effectivement massivement consacrées aux grandes recherches sur l'histoire ouvrière de Roland Trempé, de Michel Perrault, etc. Madeleine Rébériou, Patrick Frédenson, qui tous contribuent aussi à la vie du dictionnaire. Voilà, il y a un écosystème finalement à la fois chercheurs et militants qui se forment autour du Métron, qui devient un noyau. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que c'est aussi un lieu d'apprentissage de l'écriture de l'histoire? Est-ce que rédiger une notice du Métron, c'est pas aussi un exercice finalement qu'un certain nombre de jeunes historiens et historiennes font avant d'entamer leurs propres travaux ou en parallèle de leurs propres travaux? Alors c'est vrai qu'il y a effectivement parmi les auteurs du dictionnaire un certain nombre entre guillemets de grands noms ou de gens, d'auteurs bien connus, d'historiens bien connus, qui ont alors soit fait leurs armes effectivement, soit simplement ont fait bénéficier au dictionnaire de leur connaissance, de leur maîtrise d'un sujet. Par exemple, la notice de Jean Jaurès est signée de Madeleine Rébériou, qui est l'une des plus grandes spécialistes, de l'histoire et de la biographie de Jaurès. Donc il y a effectivement, c'est une forme d'apprentissage, particulièrement, je dirais, dans une période au cours de laquelle il y avait beaucoup d'étudiants de maîtrise qui venaient aussi au sein du centre d'histoire sociale, du centre d'histoire du syndicalisme, faire des recherches qui venaient ensuite effectivement alimenter le dictionnaire à travers des mémoires de maîtrise qui étaient aussi des supports de biographie. Mais c'est en même temps un dictionnaire qui n'est pas fait que par des universitaires. Il a aussi une dimension qui est proprement militante, avec des gens qui ont rédigé des notices sur des gens qu'ils connaissaient, sur des gens qu'ils avaient pu connaître ou fréquenter indirectement, avec des liens parfois d'une même organisation. Alors, en fait, effectivement, depuis les origines, le dictionnaire fonctionne d'une certaine façon sans être figé sur la frontière entre universitaires et historiens non universitaires, justement pour pas prendre de termes qui instaureraient une hiérarchie. Les premiers volumes, les premières recherches du dictionnaire s'appuyaient beaucoup sur un réseau d'instituteurs, qui étaient des correspondants départementaux et qui allaient sur le terrain pour aller dépouiller les archives, avec à l'époque, au tout début, une logique qui était un petit peu moins centrée sur la signature individuelle, c'est-à-dire que les auteurs faisaient remonter des éléments, des informations, mais sans forcément rédiger et signer du coup leur biographie. Il y a plus une logique de contributeur et de récolte d'archives et d'éléments, ce qui a un petit peu évolué au fur et à mesure, notamment parce qu'on entre ensuite dans une autre forme de division du travail, si j'ose dire, comme je le disais tout à l'heure avec les étudiants, avec une autre façon de travailler. Et puis aussi, évidemment, dès le début, la contribution de non-professionnels, j'ai envie de dire, et d'anciens militants. D'ailleurs, c'était même
même un des critères que mettait en avant Jean Métron au tout début, quand il disait qui peut écrire des biographies. Pour lui, il fallait avoir une forme de sensibilité militante, avoir été un peu militant soi-même pour pouvoir avoir la sensibilité nécessaire pour rédiger ses biographies. Mais évidemment, en restant dans un cadre qu'on essaye de maintenir d'une certaine façon, en tout cas sur la forme et dans l'exigence dans le travail des archives, etc., qui reste évidemment sur les critères, j'ai envie de dire, de l'histoire scientifique. Alors justement, c'est une question que vous avez déjà un petit peu répondu, que je voulais vous poser. C'est une question qui revient parfois lorsque on présente à des étudiants, finalement, ce moment de l'histoire des années 60-70, certains sont tentés de la reléguer du côté de l'histoire militante, une histoire qui, sous-entendu, ne vaudrait rien parce qu'elle a été faite par des gens qui croyaient à cette histoire du mouvement ouvrier, qui croyaient à ces lendemains peut-être meilleurs portés par ces idéaux. Comment s'articule dans le projet Métron la dimension militante et la dimension savante ? Alors je pense que, par définition, vouloir accorder une place au monde ouvrier, au monde du mouvement ouvrier, mouvement ouvrier au sens pas simplement sociologique, mais aussi les intellectuels qui ont été compagnons de ce mouvement ouvrier, par exemple, ou le monde des salariés en général. Faire ce choix d'objet, c'est évidemment un choix qui n'est pas neutre. À plus forte raison, faire le choix de donner des trajectoires individuelles, de donner des noms, de faire sortir de l'oubli des noms qui souvent étaient effacés, oubliés, c'était pas les grands noms de l'histoire. Ce qui est assez étonnant dans la démarche effectivement de Jean Métron et du dictionnaire, c'est que d'un côté, il y a cet objet qui sont les organisations de mouvements ouvriers, mais d'un autre côté, il y a aussi le choix de ne pas se contenter des plus grands dirigeants, des noms les plus connus, et d'aller chercher, y compris les moins connus, les inconnus, les obscurs et les sans grade, selon une formule de Jean Métron lui-même. Et ça veut dire que il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Milieu des années 50, refuser le culte des dirigeants, c'est une position politique aussi. C'est refuser le culte de la personnalité qui a aussi cours dans les courants dominants du mouvement ouvrier et politique, dans les mouvements de gauche, en l'occurrence le mouvement communiste. Donc c'est une manière de dire le mouvement ouvrier n'a de richesse que d'hommes, et il faut tenir compte de tous ces acteurs, et même s'ils n'ont pas forcément eu une grande renommée, une action très connue et au plus haut niveau des organisations. Donc c'est aussi ça qui est un choix historiographique et politique dans la manière d'aborder le mouvement ouvrier. Alors c'est d'ailleurs très frappant quand on se balade dans les notices du Métron, que ce soit en papier ou en ligne. Parfois il arrive qu'on tombe sur des notices qui sont très brèves parce qu'on a 3 ou 4 mentions d'un nom de famille, même pas le prénom mais d'un nom de famille, tiré d'archives policières, un tel a été arrêté ou un tel a été surveillé, ou encore tiré d'un journal militant de la fin du 19e. On sait qu'un tel a mené une grève ou a mené une manifestation, on n'en sait presque pas plus, mais finalement ça dessine déjà, ça fait émerger malgré tout un individu, et donc ça participe de ce projet de redonner aussi une place aux individus les plus ordinaires. Tout à fait. Bernard Pudal avait dit à plusieurs occasions que le Métron c'était finalement une entreprise de dignification de manière générale des élites obscures, c'est-à-dire des militants et qui ont été des élites militantes, mais aussi dans des mouvements, notamment sur le 19e siècle, où évidemment on a moins de traces. C'est une manière de dire il y a un mouvement, il y a un soulèvement, il y a une grève, il y a des événements, mais qui mettent en jeu des gens qui ne sont pas simplement des anonymes, même si on n'est pas toujours en mesure de retracer leur parcours. Alors c'est là que d'une certaine façon, on n'est pas toujours dans une vraie biographie qui va d'une naissance à un décès, mais on a une manière de nommer et de réinscrire des individus, et pas simplement des forces sociales un peu anonymes, dans le fonctionnement de l'histoire. On rejoint un petit peu des questions qui sont aujourd'hui un peu qui tournent autour du thème du protagonisme en histoire, pour aborder différentes périodes comme la Révolution française, la Commune de Paris, etc. Au XIXe siècle, on l'a dit, les documents sont plus rares, plus épars. Au XXe siècle, ça se densifie notamment parce que les organisations et les partis, les mouvements ouvriers et socialistes se dotent aussi d'une dimension biographique, autobiographique. Vous avez cité Bernard Pudal tout à l'heure. Vous-même, vous avez travaillé sur ces parcours individuels de militants communistes. Je cite notamment votre livre « Des vies en rouge », paru aux éditions de l'Atelier en 2016, qui a une excellente étude de ces dirigeants et de ces militants communistes et de la manière dont se construisent des trajectoires biographiques. Donc, le matériau biographique devient finalement un matériau propre de ces organisations elles-mêmes, qui le valorisent, qui l'utilisent, qui ont leur propre code pour le mettre en scène. Effectivement, au 19e, il n'y a évidemment pas ce type d'archives. Ça émerge progressivement. Alors, c'est
très caractéristique du monde communiste, effectivement, à partir des années 30. Mais il y a d'autres formes auxquelles on pourrait penser, comme l'encyclopédie socialiste de Compère-Morel. C'est une source aussi avec un accent mis sur les biographies des principaux dirigeants socialistes. Donc il y a aussi déjà, à cette période-là, une réflexion sur les militants, leurs portraits, leur parcours, leur biographie. On n'est pas tout à fait dans les mêmes registres que les archives internes aux organisations, comme celles des autobiographies, effectivement, au sein du Parti communiste. Mais globalement, il y a une plus grande richesse de sources, très clairement, à partir pour le XXe siècle et après, surtout après la Seconde Guerre mondiale, effectivement, où là, on est dans un tout autre contexte de visibilité et des organisations et non plus de clandestinité, parce que c'est aussi le contexte tout au long du 19e et même pour une partie entre deux guerres. Donc il y a beaucoup plus d'archives, ce qui veut dire effectivement la possibilité de retracer des parcours de manière plus détaillée, parfois même très détaillée, puisque en se rapprochant du présent, on a aussi eu accès à d'autres formes de sources, notamment l'histoire orale, évidemment, les témoignages, les entretiens, les questionnaires, parfois directement soumis par les historiens aux intéressés eux-mêmes. Alors sachant que ces sources, il faut également les critiquer, et c'est tout un problème notamment pour les partis communistes, puisqu'on sait que ces autobiographies, elles sont aussi en partie reconstruites ou édifiantes, et donc il faut pouvoir les mettre à distance. Là, c'est le volet proprement scientifique de l'opération biographique du Métron qui entre en jeu. Oui, puis alors c'est là que on a les travaux, aussi bien les travaux de Bernard Pudal et Claude Pentier et mes propres travaux, on a essayé de réfléchir à la notion de sociobiographie, c'est-à-dire d'articuler un travail qu'on pourrait dire prosopographique, quantitatif sur les biographies, les caractéristiques des militants, confronter des caractéristiques un peu objectivées à partir d'enquêtes sur des ensembles, et puis tenir compte des documents individuels, tenir compte des mises en récit personnelles. Alors on l'a compris, il y a bien un noyau, un cœur de l'entreprise Métron qui est ce mouvement ouvrier et ensuite ses formes syndicales et partisanes. Mais autour de cela, le projet est venu s'élargir. Et lorsqu'on consulte aujourd'hui le site Métron, et le 5 décembre, il va encore avoir sans doute un nouvel aspect, on voit qu'il y a des volets thématiques, qu'il y a également des corpus nouveaux qui sont venus élargir le propos avec les cheminots, avec les membres du Comintern, avec également des fusillés de la Seconde Guerre mondiale. Donc est-ce qu'on peut dire un mot de ces élargissements successifs qui ont agrandi le projet ? Oui, effectivement, il y a disons, un tronc commun du dictionnaire, le tronc commun qui est le mouvement ouvrier, le mouvement social en France, avec ensuite des branches qui sont les autres dictionnaires sur d'autres pays, donc la Grande-Bretagne par exemple, l'Allemagne, l'Autriche, etc. Et puis des dictionnaires, on va dire, un peu plus thématiques ou spécialisés. Alors avec d'abord des entrées qui ont été socio-professionnelles, par exemple le dictionnaire des cheminots qui s'est consacré évidemment à 2 siècles d'une profession centrale dans l'histoire du mouvement ouvrier et du mouvement social en France. Et puis quelques autres déclinaisons de ce type-là, comme j'ai moi-même contribué au dictionnaire des gaziers électriciens, qui avait été initié au départ par Michel Dreyfus. Donc des thématiques qui restent dans le monde du mouvement ouvrier social, mais qui viennent creuser un peu plus certains objets. Et puis des choses peut-être un peu plus étonnantes, comme effectivement le dictionnaire des fusillés de la Seconde Guerre mondiale, qui était un projet initié au départ par Jean-Pierre Best, malheureusement décédé, qui cherchait à faire un recensement à peu près exhaustif des victimes de la répression par fusillade au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ça a donné un très gros volume papier consacré aux victimes, aux fusillés après condamnation et comme otages. Et ensuite, ça se prolonge sur le site internet à travers l'ensemble des fusillés, y compris les fusillés, les exécutions sommaires, les civils victimes de la répression. Donc c'est des exemples qui s'intègrent finalement assez bien à l'esprit du dictionnaire, puisque aux origines, notamment quand il a dû traiter la question de la Commune de Paris, Jean Métron voulait finalement être exhaustif. Alors c'était un horizon un peu fou d'une certaine façon et qui est impossible à atteindre, mais il voulait que tous les participants de la commune soient recensés. Il y a un peu aussi eu la même ambition autour des combattants en Espagne républicaine,
On n'a pas encore, malheureusement, réussi à les recenser tous dans le dictionnaire. Mais il y a cette idée que sur certains événements, dans certaines circonstances, il faut faire un recensement systématique. Et ça correspond un peu à l'esprit qu'on a appliqué pour les fusillés de la Seconde Guerre mondiale. Des prolongements, mais quelque part, il faut la démarche du Métron pour traiter un peu jusqu'au bout de tel sujet. Quand est-ce que les femmes font leur apparition en tant que telles dans le Métron ? Alors, c'est la question piège. Non, il y a effectivement depuis les origines des militantes, mais malheureusement dans ce domaine, on est très très tributaire des sources et de la visibilité des militantes dans des sources, notamment dans des sources policières. Donc très clairement, la situation reflète à la fois un état du monde social et du monde politique, un état de la place des femmes dans le mouvement ouvrier, en tout cas dans des places visibles et en responsabilité, et puis en plus redoublé par le regard que pouvait porter ou non la police et les forces de répression sur ce monde. Donc très clairement, il y a une sous-représentation des militantes dans le dictionnaire, qu'on essaye tant bien que mal et tant que faire se peut de corriger ou d'améliorer. Et alors justement, est-ce qu'il y a un moment où dans l'équipe du Métron, il y a eu cette prise de conscience qu'il fallait consacrer un effort à cela ou ouvrir un onglet, parce que sur le site, il existe cet onglet. Oui, parce que oui, femmes, effectivement. Donc, comment est-ce que cette question a émergé ? Alors, je pense que c'est peut-être de manière assez presque banale que cette question s'est posée, notamment à partir du moment où finalement on entrait dans une ère d'exploitation des résultats statistiques, de prosopographie, etc. autour du moment de la création, enfin de l'informatisation de l'ensemble du dictionnaire, ce qui avait débouché sur la création du CD-ROM, d'un CD-ROM au milieu des années 90, et que du coup ça crée des possibilités de statistiques, d'exploitation quantitative, et là le paramètre du genre devenait assez évident. Dans le détail, malheureusement, je suis trop jeune pour savoir comment se présentaient les débats dans les années 70 ou 80 autour de cette question, malheureusement. Mais on sait qu'en même temps, Michel Perrault, qui a participé au Métron, a été aussi coordinatrice de l'histoire des femmes en Occident, donc c'est possible qu'elle ait joué un rôle, il faudrait peut-être le vérifier. Alors, vous l'avez évoqué, il y a eu une version papier, ou des versions papier, il y a eu la version CD-ROM, et puis il y a maintenant un site qui est en train d'être refondu, donc le Métron, il illustre aussi ces changements de support du travail savant. Alors, comment s'est faite cette informatisation en plusieurs étapes ? Alors, l'étape, on va dire, fondamentale, enfin le premier saut qualitatif et dont on tire encore aujourd'hui les bénéfices, ça il faut le souligner, c'est ce passage au CD-ROM, puisque ça voulait dire tout simplement l'informatisation, la numérisation de l'ensemble de la collection parue à l'époque, c'est-à-dire 44 volumes, c'était considérable, et à une époque où effectivement tout ça n'avait pas été conçu sur des supports informatiques. Donc là, c'est tout le travail qu'avait notamment mené Claude Pentier à la fin du cycle des 4 premières périodes du dictionnaire, de créer ce CD-ROM, qui était un travail de saisie qui a dû être colossal. Alors effectivement, un travail, le système, c'était un système de double saisie, sténographique, enfin je sais pas, dactylographique plus exactement, avec ensuite confrontation, vérification des discordances pour... Bon, ça on parle de système dans les années 90, là encore je suis trop jeune, je n'ai pas vécu ça, mais on m'en a parlé, et du coup c'est le fait d'avoir cette matrice qui a permis ensuite, au début, à partir de 2006-2007, de passer à un site internet, c'est-à-dire qu'on avait déjà des fichiers tout simplement, alors que le problème se pose aujourd'hui pour certains dictionnaires internationaux de ne pas avoir ces fichiers informatiques, donc qui fait que tous ne sont pas encore sur le site internet, mais qu'on y travaille, mais ça prend. On constate aujourd'hui que ça prend effectivement du temps de faire cette informatisation finalement. Informatisation, mais aussi pas simplement la saisie de caractères, ça passe par une indexation, parce que pour que des fichiers soient utilisables et interrogeables, en particulier sur une base, CD-ROM puis site internet, il faut qu'il y ait des mots-clés, il faut qu'il y ait des repères temporels, il faut qu'il y ait un certain nombre de métadonnées, c'est ça qui est très important pour la recherche de métadonnées. Alors, comment ça s'est fait, cette mise en place des métadonnées ? Est-ce que ça a été bien choisi dès le départ ? Parce qu'on sait que si c'est pas bien fait au départ, en général, c'est très dur à rattraper. Alors, comment ça s'est fait ? La principale difficulté qu'on rencontre pour le dictionnaire, c'est qu'il y a 186 000 biographies, comme on le disait tout à l'heure, et qu'il y a un historique à intégrer à ces nouveaux outils. Le côté
textes, simplement numériser le texte, c'est un gros chantier, mais dans le fond, c'est pas le plus compliqué. La difficulté, c'est ensuite de faire ce travail sur les métadonnées et d'avoir une manière d'indexer les biographies qui leur donnent sens ensuite pour des exploitations diverses. Donc là, très clairement, c'est la difficulté. Et quelque part, on n'est pas encore au bout de ce système. Alors, dans le CD-ROM, déjà, il y avait eu un premier travail effectué qui repérait des corpus. C'est ce qu'on voit aussi encore aujourd'hui avec des corpus qui apparaissent sur le site qui peuvent être interrogeables spécifiquement, comme les cheminots, on l'a dit, mais comme d'autres, comme les volontaires en Espagne républicaine, par exemple, ou les femmes. Ensuite, il y a encore tout un travail d'indexation supplémentaire qui n'est pas encore disponible, pas encore perceptible pour les utilisateurs, mais qui va venir progressivement enrichir les possibilités à la fois d'interroger la base et puis des possibilités aussi de naviguer à l'intérieur de cette base. Parce que on se rend compte aujourd'hui d'une des difficultés qui est que pour beaucoup d'utilisateurs potentiels, ce dictionnaire, il faut lui donner un petit peu de sens. Il faut que des gens qui arrivent devant une base de 186 000 biographies ne soient pas dépourvus, qu'ils se disent pas qu'est-ce que je vais en faire de toutes ces biographies. Donc il faut tracer des chemins, il faut proposer des pistes, proposer des entrées. C'est un petit peu ce que fait à une échelle évidemment supérieure Gallica. Lorsqu'on va sur la page de Gallica, à l'origine c'était interrogeable par titre de revue, etc. Et puis progressivement ils ont regroupé des bouquets thématiques, ils ont fait les quotidiens d'un côté, les revues sportives de l'autre, les revues coloniales, etc. Et progressivement ça a créé des chemins de navigation pour le grand public qui maintenant s'y retrouve de plus en plus. Donc c'est un petit peu l'idée de faire ce type de démarche. C'est un petit peu l'idée de multiplier ces chemins. Et puis aussi là petite chose qui est à la fois toute bête et qu'on espère qui donnera des nouvelles possibilités de lecture, c'est que tout simplement maintenant systématiquement une biographie sera accompagnée de 3 suggestions de lecture, alors pas tout à fait aléatoires mais pas non plus complètement figées, qui permettront de rebondir en dehors évidemment aussi des liens hypertextes qui permettent aussi de rebondir sur des liens directs entre vers d'autres biographies citées d'une notice à l'autre. Alors, vous avez déjà un petit peu répondu, mais quels sont les usages aujourd'hui pour des historiens, en particulier des jeunes historiennes, historiens qui s'intéressent à l'histoire sociale, qui s'intéressent même au-delà de l'histoire sociale à l'époque contemporaine? Quels sont les usages possibles du métron? J'ai envie de dire qu'il y en a des centaines et des milliers, que je peux même sans doute pas tous les envisager, mais c'est effectivement quelque part un outil de travail très utile dès qu'on a à faire une étude de documents et qu'il faut retrouver un auteur qui est pas forcément très connu et qui figure pas forcément sur Wikipédia. Donc là, le métron, ça rend service. Et puis il y a aussi, je pense, des usages qu'on espère aussi voir émerger parmi les collègues enseignants du secondaire, parce que ils sont beaucoup invités à ancrer leur enseignement dans le local, dans le monde qui entoure les élèves, et c'est ce que permet justement le dictionnaire par sa profondeur. C'est-à-dire que si vous voulez illustrer le Front populaire par les biographies de militants syndicaux, politiques de n'importe quelle ville en France, j'ai envie de dire, il y a de fortes chances d'en trouver dans le métro, en tout cas des villes, peut-être pas des villages, mais des villes. Donc c'est une manière aussi de trouver des prolongements. Et puis on espère à terme permettre aussi aux étudiants, aux chercheurs de s'emparer d'une matière d'un point de vue, on va dire, plus quantitatif, statistique, pour tout simplement interroger de manière nouvelle une base biographique considérable avec des questionnements auxquels nous, quelque part, on ne pense pas. Oui, de toute façon, il y a un corpus et ce corpus maintenant est ouvert à des questions qui peuvent naître. Et il faut le faire jouer, il faut s'en emparer. Les questions sont censées se renouveler très, très heureusement. Alors, on n'a pas dit qu'il y a aussi beaucoup d'historiens dans le métron, des historiens eux-mêmes qui figurent. On a parlé d'Ernest Labrousse, mais aussi Pierre Vidal-Naquet, Michel Vauvel, François Furet, qui est passé au Parti communiste. Oui. Ils ont leur notice dans le métron, donc aussi d'un point de vue historiographique, c'est un outil pour se repérer dans ce moment militant qui a été très important dans l'université française. Tout à fait, puisqu'il y a effectivement, dans le cadre du travail sur la période 1940-1968, il y a eu effectivement toute cette génération militante, engagée dans les années 50, dans les années 1960. Il y a la biographie de Maurice Agulon, etc. Et des biographies, là pour le coup, des biographies, je crois, pour beaucoup de références établies par des collègues
tout à fait spécialistes. Par exemple, la biographie de Maurice Agulon est signée de Christophe Charles. On pourrait d'ailleurs faire ce constat pour d'autres domaines ou d'autres disciplines, c'est-à-dire notamment en sciences humaines, où on retrouve par exemple une notice de Pierre Bourdieu dans le Métron, qui va pas être la notice définitive sur son œuvre, mais qui va donner un autre éclairage par ses engagements syndicaux. Même chose avec Michel Foucault, par exemple. Donc, qui sont pas, évidemment, il y a des biographies et des livres entiers sur ces auteurs, mais là, c'est un éclairage un petit peu différent. Et ça vaut pour beaucoup de domaines comme le monde du cinéma, le monde du théâtre, des artistes, etc. Donc on le voit, il y a une très grande richesse, d'autant plus que le dictionnaire n'est pas clos, vous avez dit 186 000, avec un petit lapsus 190 000, parce qu'on va peut-être y arriver à ces 190 000. On y arrivera sans doute très vite, puisqu'il y a notamment le travail sur le dictionnaire des fusillés qui vient alimenter, puisqu'il manque, entre guillemets, encore à peu près sans doute 10 000 biographies qui viendront alimenter ce corpus spécifique. Mais ensuite, plus généralement, l'avantage majeur du support numérique, c'est qu'on n'est plus tenu par les limites du papier. Ça veut dire qu'on peut à tout moment corriger, enrichir une biographie, ça c'est déjà le quotidien, et puis venir ajouter des nouvelles biographies, y compris pour des périodes antérieures. Donc là, on est vraiment dans une œuvre sans fin. Sans fin, est-ce qu'il y a une fin chronologique ? On a dit tout à l'heure, théoriquement, ça s'arrête en 1968. Est-ce que cette barrière reste valable, ou est-ce qu'on peut imaginer d'avoir des périodes plus récentes qui figurent dans le Métron ? On enregistre un moment où il y a un mouvement social d'un genre particulier en France, le mouvement dit des Gilets jaunes, qui nous surprend d'ailleurs quand on regarde cette histoire très structurée du mouvement ouvrier syndical en France, justement par son absence de lien à des structures préexistantes. Est-ce qu'on pourra imaginer un jour d'avoir des représentants des Gilets jaunes dans le Métron ? Alors pour les Gilets jaunes, je ne me prononcerai pas, je laisserai ça à mes successeurs, mais le travail continue effectivement, puisque alors déjà en fait, les notices ne s'interrompent pas brutalement en 68, c'est-à-dire qu'on suit les parcours évidemment jusqu'au décès ou jusqu'à nos jours, et puis par ailleurs nous souhaitons poursuivre le travail d'abord sur la période 1968-1981, avec donc une période un peu plus courte, mais en prenant ce moment comme moment d'engagement, d'entrée dans l'activité militante. Donc là, on engage simplement ce travail-là. L'après-midi de la journée Métron du 5 décembre est consacré à une première réflexion. Alors on a déjà commencé à réfléchir, mais on aura 4 présentations sur le sujet de différents collègues qui ont un point de vue, soit sur le monde syndical des enseignants, le monde syndical, le monde du travail en général, le courant socialiste, etc. Donc il y a déjà une réflexion qui s'amorce sur les apports du dictionnaire et de l'approche du dictionnaire pour comprendre cette période. Et puis il y aura d'autres prolongements sans doute. Sont déjà entre guillemets programmés des nouveaux dictionnaires qui là auront leur débouché papier et livres traditionnels. En premier lieu, un grand dictionnaire de la Commune, au moment de l'anniversaire, du 150e anniversaire de la Commune de Paris, qui sera à la fois un dictionnaire biographique, avec tout un apport nouveau de recherche, et un dictionnaire thématique et critique, avec des entrées donc sur des événements, des questions historiographiques et des questions historiques sur la Commune de Paris. Donc c'est un grand chantier sous la direction de Michel Cordillo. Et puis d'autres chantiers thématiques comme un dictionnaire des ouvriers du livre et du papier et du carton, sous la direction de Marie-Cécile Bouju. Donc là, plutôt dans la veine des ouvriers, des corpus professionnels. Et autre projet en cours, un dictionnaire consacré à la Belgique, mouvement ouvrier en Belgique, et un dictionnaire là qui en est à ses débuts, mais auquel on tient beaucoup, en tout cas moi je tiens beaucoup, qui est un dictionnaire biographique des mouvements immigrés, donc là plutôt sur la seconde moitié du XXe siècle, et là qui débordera très clairement au-delà de 68. Alors on voit, c'est un projet évidemment d'une extrême richesse, et on vous invite évidemment tous et toutes à aller y faire un tour. Au-delà de ces passages que les auditeurs et auditrices feront sur le site Métron, est-ce qu'il y a un conseil de lecture que vous voudriez donner en lien avec cette histoire ?
Alors avec cette histoire, pas forcément directement, mais plutôt avec la question de la biographie et de la réflexion sur la biographie. Ça rejoint un petit peu cette question que vous posiez tout à l'heure sur les sources et la critique des sources. J'ai lu récemment, il y a quelques semaines, le livre de Javier Cercas qui s'appelle L'Imposteur. C'est pas son dernier ouvrage que j'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais qui fait le récit de la vie et de la biographie la biographie, l'imposture finalement, d'un homme qui s'est fait passer pour déporté, pour antifasciste, antifranquiste, et pour ancien aussi combattant de la guerre d'Espagne. Et c'est avec la forme spécifique des travaux de Javier Cercas, ce qu'il appelle les romans sans fiction, une espèce de déconstruction de la biographie inventée de ce personnage. Et ce qui interroge, alors à la fois les thématiques du Métron, autour de la question de l'antifascisme et de la guerre d'Espagne, mais qui interroge aussi le biographe finalement. Est-ce qu'on peut comme biographe, se laisser avoir? Est-ce qu'on peut se tomber dans le panneau d'un faux récit biographique? Est-ce que les sources nous permettent parfois de contredire un point de vue? Et puis, il y a aussi un autre élément qui est étudié dans ce texte, c'est qu'est-ce que c'est que ce sens du jeu qui fait que quelqu'un sait qu'il peut mentir et qu'il peut s'inventer une biographie dans un certain contexte. Et donc tout ça interroge beaucoup, je trouve, le biographe dans le Métron ou ailleurs sans doute. Alors, en parlant de biographie ouvrière, moi j'ajoute un conseil de lecture parce que je trouve que c'est une bonne manière aussi d'entrer dans ces questions. C'est le livre de Michel Perrault sur Lucie Beau, Mélancolie ouvrière. Michel Perrault qui est dans le Métron, Lucie Beau qui est dans le Métron également. Et c'est un beau livre de réflexion sur ce que c'est aussi que d'écrire une biographie, que d'écrire de l'histoire sociale et ce moment historiographique qui a fait qu'il y a eu cette place évidemment centrale de l'histoire ouvrière qu'elle n'a plus tout à fait aujourd'hui, mais que le Métron lui redonne et que ce passage au site modernisé ou ouvert lui redonne également. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté ce 32e épisode déjà du podcast. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments et évidemment sur Twitter @paroledist. On se retrouve pour 2 derniers épisodes avant la fin de l'année, l'un dédié à Venise, à la fin du Moyen-Âge et à l'imprimerie, et l'autre avec des surprises. À bientôt!